Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Les amis, bonjour et bienvenue sur Domotique Chronique. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'aborder un sujet qui revient très régulièrement dans les échanges que j'ai avec vous, c'est la domotique do-it-yourself et quel support utiliser en 2023 pour déployer de la domotique qui soit à la fois performante mais également économique et qui nous permettent de durer dans le temps et une certaine flexibilité pour s'adapter aux différents protocoles et nombreuses marques de périphériques qu'on peut avoir dans la maison connectée, ainsi que les nombreux objets connectés qu'il serait bon de réunir et rassembler au sein du système domotique pour tout piloter en un seul et même point. Malheureusement, il n'existe pas une solution, mais pléthore de solutions pour déployer de la domotique do-it-yourself sur des supports totalement différents qui vont de la machine virtuelle hébergée sous un serveur Proxmox ou un NAS Synology ou toute autre sorte de NAS qui permet de faire de la virtualisation, un conteneur Docker qui soit lui aussi sur un NAS ou un vieux PC recyclé en serveur domotique, un Raspberry Pi, bref, les supports sont nombreux. Je pense que nous avons vu un petit peu tous les supports possibles et imaginables sur le blog et je comprends que une certaine confusion s'installe et vous ne savez plus vraiment quel support choisir pour avoir une solution domotique qui soit à la fois économique bien sûr, mais aussi efficace, simple à mettre en œuvre puisque vous démarrez sans grande connaissance et qui puisse durer dans le temps. Il faut quand même une solution qui ne soit pas une solution de test, mais une solution qui sera votre solution finale en production dans votre maison connectée. Rassurez-vous, si j'ai créé ce podcast, c'est bien pour vous aider et vous accompagner dans cette démarche. J'ai par expérience testé les différents systèmes, j'ai conseillé de nombreuses personnes et j'ai un certain background et feedback qui me permet de vous orienter vers une solution qui sera la meilleure solution, qui sera la plus économique, la plus intéressante, la plus performante, la plus simple à déployer pour réaliser votre projet domotique sans avoir de réelles contraintes dans le futur. C'est vraiment un point important puisque je connais et j'ai échangé avec pas mal de personnes qui ont démarré la domotique pas forcément avec la bonne solution, qui se sont vues frustrées. Bon, par le passé, les solutions n'étaient pas aussi ouvertes, mais on a pu voir l'expérience des box proposées par les opérateurs tels que Orange ou SFR qui ont proposé une solution domotique catastrophique, non supportée et avec très très peu de périphériques et de solutions compatibles. Et très vite, les utilisateurs se sont frustrés et d'ailleurs les solutions ont très vite mis la clé sous la porte au vu du service qui n'était vraiment pas du tout au rendez-vous et des clients qui étaient très insatisfaits. C'est aussi cette frustration qui peut conduire des gens à s'être essayés, s'être fait une impression de la domotique qui n'est pas du tout celle que je peux avoir moi ou que vous pouvez avoir si vous suivez mes guides sur le blog. Et je peux comprendre que ces gens se sont vite détournés de l'aspect maison connectée avec cette mauvaise expérience et du coup, pour eux, ça devient accessoire. Ok, il y a bien des choses qui existent sur le marché, ça a l'air tentant, mais est-ce que ça va être la même expérience? Et ça peut se comprendre. Et cette confusion, j'aimerais vraiment pouvoir vous orienter pour démarrer vers une solution qui va vous permettre de vous épanouir dans la maison connectée, d'arriver à faire tout ce que vous avez en tête et de ne pas vous imposer un cadre très fermé comme l'ont proposé ces différentes solutions qui étaient pourtant novatrices, portées avec des grandes ambitions, un protocole qui était un bon protocole. Malheureusement, les équipes, que ce soit chez Orange ou chez SFR, ont totalement négligé la solution, ne l'ont pas mise à jour, n'ont pas intégré d'autres modules et on s'est vu très rapidement très restreint avec un moteur de scénario très basique. Bref, je peux comprendre que les gens se sont vus frustrés et ne veulent plus vraiment entendre parler de la domotique parce que pour eux, ça fait référence à cette mauvaise expérience.
Rassurez-vous, nous n'avons pas le même discours que SFR et Orange et au contraire, nous, depuis le début, on cherche à trouver une solution qui soit simple, rapide à déployer, facile à administrer et qui puisse être compatible avec un maximum de services et objets. Encore plus aujourd'hui où tout est interconnecté, connectable et c'est un point vraiment très très important. Nous avons longtemps fait les éloges du Raspberry Pi sur le blog et pour cause, ça reste une solution vraiment révolutionnaire, un support pour déployer de la domotique do-it-yourself qui est vraiment génial. Malheureusement, le Raspberry Pi a souffert ces dernières années, en fait depuis la crise du Covid-19, le Raspberry a souffert de pénuries, d'augmentation de tarifs et nous avons dû essayer de trouver des solutions alternatives pour continuer à vous proposer un support domotique de choix, de qualité, pour vous permettre de vous épanouir et de vous lancer dans cette nouvelle expérience sans devoir acheter un support qui a doublé voire triplé de tarifs par rapport aux tarifs de l'époque pour le même dispositif et vous permettre d'avoir le même niveau d'expérience. Ce n'est donc pas, vous l'aurez compris, le Raspberry que je vais mettre en avant pour déployer votre projet, même si les stocks sont revenus plus ou moins à la normale, les tarifs, eux, ne sont pas encore retournés aux tarifs que nous avons connus par le passé. Le Raspberry Pi 5 a fait son arrivée récemment un peu par surprise puisqu'on ne l'attendait vraiment pas là. Il est très prometteur, il a de très bonnes caractéristiques, mais ceci dit, entre-temps, nous avons découvert une autre gamme qui est la gamme CADAS et notamment la déclinaison VIM1S qui, elle, répond en tout point à ce que propose Raspberry Pi avec sa version 3, qui est une version encore de qualité aujourd'hui pour déployer un système domotique, mais avec de sérieux atouts qui font que pour démarrer la domotique à moindre frais sur un support équivalent, finalement le CADAS VIM1S est probablement un meilleur support que le Raspberry Pi 3. Comme je le disais juste avant, le VIM1S est un Raspberry Pi-like, c'est-à-dire que nous avons une petite carte au format carte bleue identique à ce que propose Raspberry. On a une déclinaison de couleurs qui est de couleur noire là où le Raspberry était vert, mais on retrouve les ports d'entrée-sortie GPIO, on retrouve des ports USB, on retrouve du HDMI, bref, on est vraiment sur le même type de format, aussi bien économique en termes d'énergie et de consommation, puisque nous sommes sur un périphérique qui est alimenté par une simple alimentation de téléphone portable, donc très peu consommateur en énergie, et des sérieuses caractéristiques qui viennent se confronter au Raspberry Pi et qui apportent de sérieux plus et en font un très bon support pour y déployer de la domotique. Cerise sur le gâteau, nous avons, en plus d'avoir des caractéristiques supérieures à ce que propose le Raspberry Pi, nous avons un tarif inférieur. C'est pourquoi je vous propose de décliner la domotique autour de ce support et de dédier cet épisode et probablement d'autres pour vous accompagner dans la démarche de démarrer la domotique sur ce support et commençons par comparer quelques caractéristiques clés qui font que j'ai sélectionné ce support plutôt qu'un Raspberry Pi. Je fais l'impasse sur les caractéristiques techniques du GPU et notamment de tout ce qui est la partie graphique. Notez que le VIM1S dispose d'un GPU tout de même assez puissant qui permet une sortie en 4K à 60 fps, mais étant donné que nous n'allons pas l'exploiter dans le cadre d'un support pour serveur domotique, je ne m'étendrai pas plus sur ce point. Les caractéristiques que nous allons exploiter avec un projet de serveur domotique sont essentiellement le CPU, donc le processeur, pour lequel nous retrouvons un Cortex A35 cadencé à 2 GHz sur 4 cœurs, donc quelque chose de très similaire à ce que propose Raspberry et très performant, associé à 2 Go de mémoire RAM DDR4, nous avons un combo qui est largement suffisant pour exploiter la domotique et vous permettre d'avoir un serveur domotique très réactif, performant et qui va durer dans le temps.
L'autre aspect vraiment intéressant et qui pour moi permet à ce dispositif de se démarquer par rapport au Raspberry, c'est clairement son système de stockage interne qui repose sur une puce eMMC, une puce donc flash rapide et surtout endurante, là où le Raspberry pêche avec sa carte SD. Notez que la version 5 du Raspberry Pi, qui est la plus évoluée et donc la dernière en date, n'embarque toujours pas ce type de stockage et continue à proposer un support de carte SD, certes plus rapide et performant, mais on connaît les limitations de la carte SD, encore plus dans l'usage fait d'un système domotique où nous avons forcément beaucoup d'interconnexions, de bases de données qui tournent sur le système avec de nombreuses lectures-écritures, ce qui est la bête noire de ce genre de support de stockage et conduit très rapidement à une corruption de données, un système qui tombe en carafe, et c'est absolument pas ce que l'on attend d'un système domotique. Au contraire, on attend quelque chose de stable, fiable et endurant. Avec la mémoire eMMC, c'est le cas. Donc, ce VIM1S a un très sérieux atout avec son système de stockage embarqué. Notez qu'on retrouve tout de même un support de carte SD qui sera peut-être intéressant pour avoir un stockage déporté pour des sauvegardes, pourquoi pas. Là, ça peut être très intéressant puisque c'est un stockage que vous allez accéder ponctuellement pour faire des backups. Et là, il n'y a pas de problème de corruption, en tout cas, il y a moins de problèmes et sera plus endurante dans le temps. Dans ce cas-là, oui, le stockage sur SD est intéressant et c'est aussi intéressant de disposer de ce stockage SD optionnel sur le VIM de chez Canas, puisque nous allons pouvoir faire du stockage, là encore à moindre coût, toujours dans cette démarche économique et performante. Nous allons pouvoir associer la performance et la sécurisation avec des sauvegardes régulières sur un stockage déporté qui sera une carte SD qui coûte moins de 10 € pour une carte avec un espace conséquent. C'est donc très intéressant et ça s'inscrit parfaitement dans notre démarche. Nous verrons quand même un peu plus loin dans un chapitre de sécurisation et de sauvegarde que bien d'autres solutions de sauvegarde sont aussi possibles, mais cette option est aussi très intéressante quand on démarre. Concernant les entrées-sorties par rapport au Raspberry Pi, le CADAS dispose que de 2 ports USB. C'est de l'USB 2, là où le Raspberry va vous en proposer 4. Effectivement, c'est un point qui n'est pas vraiment critique puisque on peut facilement associer un hub et dans certains cas un hub USB alimenté est très conseillé pour pouvoir avoir l'alimentation suffisante sur les dongles domotiques, donc j'ai tendance à dire que ce n'est pas non plus un point noir au tableau. On retrouve un port HDMI mais qui là encore ne sera pas forcément exploité. Il reste exploitable si vous voulez brancher un écran pour piloter votre système domotique en local, mais plus globalement, ce système a tendance à avoir sa place dans un placard, une baie de stockage ou autre, et il n'aura pas vocation à être piloté en local, mais sachez que c'est possible. Pour l'alimentation, on est sur du standard, le nouveau standard USB-C, donc là, pas de problème non plus. Concernant le réseau, nous avons un port Ethernet en 10.100, donc pas de gigabits, mais pour faire des échanges sur un réseau entre un serveur domotique et tout un tas de services, il n'y a pas de nécessité d'avoir du gigabit, on va pas faire de la grosse utilisation de la bande passante, on fait pas de vidéo, on fait pas de streaming. Le port en 100 n'est jamais saturé, donc pas de problématique sur ce point. Notez qu'on a aussi du wireless avec une puce Wi-Fi performante, avec antenne déportée. C'est aussi assez intéressant. En 2 Go 4, fréquence de prédilection des objets connectés, mais on a aussi la possibilité de passer sur la fréquence 5 Go, ce qui va vous permettre, même si ce n'est pas forcément ce que je conseille, ce qui va vous permettre de pouvoir opter pour une installation de votre box domotique à base de CADAS en total wireless. Si vous souhaitez soit vous essayer et que vous n'avez pas d'Ethernet là où vous voulez positionner votre box domotique,
ou si vous imaginez que votre système doit être à un endroit précis de la maison qui n'est pas desservi par le réseau filaire, notez que ce sera possible, même si encore une fois je ne le conseille pas puisque j'ai tendance à conseiller tout ce qui est serveur informatique plus globalement, mais le serveur domotique est avant tout un serveur informatique. Tout ce qui est matériel de pilotage centralisé de type serveur devrait selon moi continuer à être connecté en filaire pour assurer une connectivité fiable, sûre et qui soit sans problème. Toutefois, nous reviendrons un petit peu sur ce point un peu plus loin puisque vous avez quand même été nombreux à me demander comment déployer la domotique Home Assistant, en tout cas un serveur en Wi-Fi, et donc j'ai fait l'exercice. Je vous ai proposé un guide d'ailleurs sur le sujet que je vais vous mettre en note du podcast, mais j'ai depuis plusieurs mois un VIM1S avec Home Assistant qui tourne en Wi-Fi et je dois effectivement dire que c'est assez stable, assez fiable, ce qui m'a fait revoir ma copie, même si personnellement je reste convaincu que le filaire est la bonne méthode à adopter. Sachez que le Wi-Fi est aussi une option puisque je confirme que ça fonctionne plutôt pas mal. Sans détailler toute la fiche technique du VIM1S puisque on prendrait trop de temps, je vais revenir juste sur les quelques points intéressants. Nous avons donc aussi du Bluetooth qui aussi dispose de son antenne déportée, donc très sympa pour pouvoir avoir un bon niveau de connectivité, même si vous enfermez votre serveur domotique dans une baie de brassage qui fait un peu cage de Faraday. Et nous avons aussi d'autres points importants que l'on retrouve sur le Raspberry Pi 5, mais il aura fallu attendre la 5e génération de Raspberry pour voir ces nouvelles options apportées. Notez que le CADAS, lui, en dispose déjà depuis cette version-là, et je crois sur toutes les versions. Nous avons un bouton Power, en plus de boutons fonction, reset, bref, le bouton Power qui jusqu'à présent n'existait pas sur le Raspberry et était largement demandé. Il existe sur le CADAS. Nous avons également un connecteur pour ventilateur qui va vous permettre de brancher un système de refroidissement sans devoir venir amputer les pins GPIO et donc les utiliser en lieu et place d'un autre dispositif que vous auriez pu brancher. Et enfin, nous avons aussi un module d'horloge RTC qui là aussi a été implémenté dans le Raspberry Pi 5. Et notez qu'il est aussi présent sur ce VIM1S. Voilà pour les caractéristiques de la bête. Je vous mets la fiche complète en note du podcast si jamais vous voulez aller voir les caractéristiques complètes. Mais notez que pour l'avoir essayé, l'avoir comparé, c'est vraiment un dispositif qui est bien dimensionné pour faire un serveur domotique. Enfin, dernier point important concernant ce support, le prix bien sûr. Nous sommes en dessous de 65 € puisqu'il est affiché à 65 € sur Amazon et nous avons négocié avec CADAS un code de 6% qui va vous permettre de vous le ramener à un tarif proche des 60 €. Là où le Raspberry Pi 3 qui a des caractéristiques moins performantes sur le stockage, le sans fil ou d'autres aspects va lui afficher un tarif plus près des si je regarde les tarifs actuellement, on a du 67 €, du 70 €, du 79 €. Voilà. Donc on est sur un tarif équivalent voire légèrement inférieure, avec des caractéristiques beaucoup plus intéressantes, importantes pour endurer le système et évoluer dans le temps. C'est pourquoi je vous conseille plutôt ce VIM1S qu'un Raspberry Pi 3 qui est déjà 3 générations en dessous ce que propose le Raspberry Pi 5, et donc le VIM1S a beaucoup plus de sens pour moi pour démarrer de la domotique do it yourself, performante, fiable et économique. Parlons à présent du système domotique. Nous allons choisir Home Assistant pour vous guider dans la démarche de mise en place et de déploiement d'une solution domotique à base de VIM1S. Notez qu'il est tout à fait possible de déployer la domotique JDOM sur ce même support. Nous avons fait les guides pour les deux solutions, donc je vous mets en lien du podcast comme toujours et vous pouvez
à votre guise choisir l'un ou l'autre, mais pour ce podcast et les prochains épisodes sur ce même sujet, je vais plutôt vous orienter vers Home Assistant et tout le processus qui va avec. Home Assistant, pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi ça reste le projet domotique libre le plus abouti et le plus évolutif actuellement. Il est nativement compatible avec le VIM1S puisque nous avons travaillé avec Cadas pour permettre le déploiement de la solution directement depuis le système de pré-boot de l'outil. Le Cadas permet effectivement d'installer plusieurs systèmes avec un système de pré-boot. Quand vous le sortez de la boîte, vous le démarrez et vous avez un système de pré-boot qui va vous proposer quel système installer sur votre Cadas. Vous avez le choix entre déployer un système d'exploitation Android, un système Linux avec une version Ubuntu adaptée. Vous avez aussi des Home Center qu'il est possible de déployer et vous avez depuis quelques mois une nouvelle ligne qui est le déploiement de la version Home Assistant OS. C'est donc une version totalement optimisé pour le VIM1S et donc ce qui en fait le système de prédilection, je pense, pour ce support, et c'est pourquoi je vous invite à déployer Home Assistant sur le VIM1S. En choisissant Home Assistant, le déploiement, vous le verrez dans le guide, est extrêmement simple. On branche le Cadas, on démarre, nous avons le système de pré-boot O1 qui démarre, on choisit dans la liste Home Assistant. Le système est alors téléchargé dans sa dernière version sur les serveurs de Cadas, téléchargé sur la mémoire interne eMMC et déployé dans cette même mémoire. Vous avez donc en 4 clics, 4 manipulations de clavier, tout le système qui descend sur le Cadas et se préinstalle et vous n'avez pas à préparer une clé USB, une carte SD de boot avec des outils. Si vous n'avez pas de PC en Windows, c'est plus compliqué. Bref, ici vous n'avez rien à faire, vous n'avez même pas besoin d'un ordinateur pour préparer une image à déployer. Simplement, vous branchez votre Cadas, vous choisissez dans la liste le système Home Assistant et le système va faire de lui-même le téléchargement, le dépaquetage et l'installation sur la mémoire interne. Vous n'aurez ensuite à la fin qu'à utiliser un navigateur internet pour vous connecter sur l'URL du Cadas, l'adresse IP du Cadas sur votre réseau et commencer à utiliser Home Assistant. On peut relativement faire plus simple, je ne vois pas comment on peut faire plus simple. Avec le Raspberry, c'était beaucoup plus complexe, même si avec un guide pas à pas, ça devenait accessible à tous. Ici, on est dans une démarche encore plus simplifiée et vraiment rapide et accessible. Même si vous êtes allergique à l'informatique, tout le monde peut démarrer la domotique Home Assistant sur un Cadas. Une fois le système pré-installé et démarré et que vous avez commencé à prendre la main sur un browser, sur l'adresse IP de votre nouveau système domotique, vous allez rapidement devoir créer un compte et ensuite vous allez avoir cette phase d'onboarding qui est aussi très intéressante avec Home Assistant, c'est-à-dire que vous avez un assistant dans l'assistant qui vous guide et qui analyse tout ce qui est sur votre réseau local, détecte les différents appareils qui sont pilotables par Home Assistant via une intégration ou nativement et vous propose de les embarquer et de les préinstaller pour vous, de tout faire pour vous en fait. Donc la détection va détecter aussi bien des interrupteurs connectés que des modules pour voler, que ce soit en Wi-Fi, que ce soit sur d'autres protocoles bien sûr si vous avez un dongle, on en parlera un petit peu après, mais également tout ce qui est objet connecté de type enceinte intelligente ou encore imprimante, Apple TV, module Chromecast, un peu tout ce qui est connectable et pilotable par une application sera détecté sur votre réseau et l'assistant vous proposera de l'installer maintenant ou plus tard. Et si vous le cochez maintenant, une fois que vous démarrez votre première approche sur le système domotique, vous avez déjà tout un tas d'objets, les objets que vous avez chez vous, qui sont pré-enrôlés dans votre système. Et donc, dans la démarche de démarrer la découverte de la maison connectée, je vois pas d'expérience plus immersive et intéressante. C'est pourquoi, là aussi, Home Assistant rejoint le fait que je vous le propose en déploiement sur ce Cadas VIM1S.
Parlons maintenant de protocole domotique, puisque vous allez pouvoir vous faire une première idée avec les différents objets connectés sans investir dans un contrôleur domotique supplémentaire, mais à un moment, il va falloir pousser l'expérience un peu plus et passer à des modules domotiques. Pour cela, il existe aujourd'hui 3 grands principaux protocoles. Le Z-Wave qui, quoi qu'on en dise, n'est pas mort. Nous l'avons vu récemment avec Shelly qui, après avoir acheté la marque Qubino, a ressuscité les modules Z-Wave Qubino et les propose à un tarif très attractif, ce qui relance un petit peu l'intérêt pour ce protocole. Puis nous venons ensuite avec le Zigbee qui est venu un petit peu détrôner le Z-Wave mais en reprend les principales caractéristiques. Là nous avons une très large gamme de périphériques à la fois économiques et performants, donc c'est aussi une très très bonne option. Et puis un autre point à prendre en considération, puisque notons que nous voulons une solution qui soit à la fois simple, pratique et fiable, mais qui dure dans le temps. Donc nous devons aussi prendre en considération Matter, qui certes n'est pas encore assez mature et ne propose que quelques périphériques, mais nous devons envisager que c'est le futur de la domotique et que notre système devrait idéalement dès le départ supporter ce protocole qui devrait régner sur la maison connectée plus tard pour ne pas avoir à investir de nouveau si l'on veut passer à des périphériques Matter. Alors toujours dans cette démarche, j'ai identifié pour vous 2 contrôleurs domotiques qui ressortent de mes différents tests au Domolab. Ce sont soit le dongle Sonoff, la version E qui embarque à la fois du Zigbee mais également une compatibilité Matter, et bien entendu on parle d'un système Home Assistant, on ne peut pas ignorer le dongle maison de Nabucasa qui est le Sky Connect qui propose le même niveau de fonctionnalité que le module Sonoff, c'est-à-dire c'est avant tout un contrôleur Zigbee qui est compatible avec Matter, activable par la suite par une mise à jour OTA que poussera l'équipe. Ces 2 dongles vont vous permettre de faire du Zigbee et donc d'utiliser les modules domotiques compatibles, performants et économiques, et pour le futur de pouvoir enrôler les périphériques Matter quand le protocole sera plus mature et accessible. En termes de tarifs, nous sommes à peu près équivalents. Les 2 dongles sont autour de 25 €, associés à votre box domotique à 60 €. Nous sommes donc bien en deçà des 100 € pour avoir un système domotique do-it-yourself fiable, endurant, qui durera dans le temps et surtout qui est économique et ne consomme que très peu d'énergie. Un système donc très intéressant pour démarrer et continuer l'aventure domotique par la suite. Maintenant que nous avons fait le choix du protocole domotique, qui s'oriente donc vers du Zigbee, mais sachez que le Z-Wave est aussi intéressant et d'autres dongles sont intéressants là-dessus, mais on va partir du principe qu'on part sur du Zigbee Matter. Pour cela, il va falloir choisir ensuite dans Home Assistant, soit faire le choix de l'intégration Zigbee native, ZHA, soit s'orienter vers le module Zigbee to MQTT qui est lui aussi nativement géré par Home Assistant, et c'est plutôt vers celui-ci que je vous orienterai. Associé à MQTT, un protocole de communication très très intéressant, léger et performant, Zigbee to MQTT installé au sein de Home Assistant et donc géré par le système domotique, vous permet de déployer un système de maillage Zigbee très performant, un contrôleur beaucoup plus performant que ce que propose Home Assistant avec son intégration ZHA. En tout cas, c'est ce que je pense et ce que pensent beaucoup d'utilisateurs, et c'est pour ça qu'on est nombreux à utiliser cela plutôt que l'intégration ZHA. Vous verrez, je vous mets en lien, vous pouvez regarder les 2 solutions. Nous avons testé les 2 et très clairement, moi au quotidien, c'est Zigbee to MQTT que j'utilise. Embarqué directement dans Home Assistant, c'est le système domotique qui gère toutes les mises à jour, le support et la maintenance du plugin, et je n'ai aucun problème. Là encore, démarche simplifiée dans le déploiement et l'installation, simplifiée dans la maintenance, dans les mises à jour. C'est pourquoi choisir cette option embarquée dans le système domotique et laisser au système domotique toute la fonction de watchdog et de maintenance, c'est là aussi un petit plus
pour celui qui démarre et qui se confronte à l'installation d'un serveur Zigbee to MQTT sur une VM ou un Raspberry 2.0, où là c'est quand même beaucoup plus technique, il y a pas mal de connaissances à connaître en termes de Linux, de commandes et autres. Là c'est le système qui fait tout pour vous, tout se fait en interface graphique, c'est quand même beaucoup plus simple et c'est pourquoi je vous propose d'opter pour cette solution. Comme toujours, vous en avez l'habitude, vous retrouverez un guide pas à pas pour déployer Zigbee to MQTT au sein du système domotique et donc vous n'avez qu'à suivre le guide. C'est très simple et c'est là encore à la portée de tous et sans connaissance. Maintenant que nous avons installé notre système domotique sur le CADAS VIM1S, que nous y avons apposé un protocole domotique avec le dongle SCAD Connect ou Sonoff et que nous avons une intégration Zigbee qui est nativement gérée, nous commençons à avoir une installation domotique qui est très intéressante et plus ou moins en place. Il faut maintenant opter pour une sécurisation de cette solution. La sécurisation passe par deux aspects. Le premier aspect qui va être l'aspect de sauvegarde, là où je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de déployer des sauvegardes sur la carte SD. C'est intéressant, mais on peut aussi opter pour une sauvegarde déportée, encore plus intéressante, ou pourquoi pas les deux. Et là, vous avez la possibilité de déporter la sauvegarde. Donc, Home Assistant dispose déjà d'une intégration sauvegarde qui vous permet de mettre en place la sauvegarde journalière très simplement. Ensuite, il y a simplement une démarche à faire, là où je vous explique et je vous le détaille dans un guide, c'est pour déployer cette sauvegarde, en effectuer une copie chaque jour automatiquement sur un support réseau local, un NAS par exemple, voire un support réseau déporté dans le cloud comme un compte Google Drive. C'est aussi possible et on vous l'explique aussi dans un petit guide pas à pas. Enfin, une fois cet aspect sauvegarde sous contrôle, un dernier petit aspect avant de commencer à vous laisser jouer avec votre système domotique concerne l'accès à distance. Le système domotique est avant tout fait pour régir votre maison, l'automatiser et en contrôler les différents aspects sans que vous ayez à intervenir. Mais garder un œil sur le système domotique est toujours utile et vous aurez probablement besoin, ne serait-ce que pour consulter de temps en temps quelque chose à distance, d'avoir un œil sur ce système domotique. Pour cela, il convient de l'ouvrir sur Internet pour pouvoir permettre un accès au travers de votre box Internet. Cet accès ne devrait jamais rester en HTTP sur le port 80, quelque chose qui est accessible et non sécurisé, et devrait plutôt être en HTTPS, le même protocole de sécurisation des échanges que vous pouvez avoir quand vous vous connectez sur le site de votre banque. Et pour ça, il faut déployer un certificat, chose que je vous explique là encore assez simplement dans un guide très intéressant via un reverse proxy si vous avez un NAS Synology. C'est intéressant puisque vous pouvez à la fois utiliser le même certificat pour adresser différents systèmes que vous voudriez piloter chez vous, mais également le reverse proxy qui fait, enfin en tout cas le NAS, qui fait office de passerelle et vous n'avez pas un accès direct sur le système domotique. Depuis Internet, vous avez un accès bien sûr sur la box Internet qui vous redirige vers le NAS qui lui-même vous redirigera vers le système domotique, le tout encapsulé dans du HTTPS avec un certificat qui encrypte les échanges. Là encore, pas d'inquiétude, je vous détaille tout dans un guide pas à pas, je vous invite donc à consulter le guide dans les notes et une fois que cela sera fait, vous aurez un serveur domotique en place qui ne vous aura pas coûté très cher et qui pourtant sera très performant et qui va vous permettre de durer dans le temps. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail dans d'autres épisodes sur différents aspects, mais vous avez déjà dans cet épisode le nécessaire pour démarrer, les bons outils, le bon périphérique, le bon hardware à choisir, les différents dongles à choisir suivant le protocole que vous désirez et bien sûr le système domotique à déployer ainsi que tous les guides pour vous accompagner pas à pas dans la démarche. Vous avez donc les clés de la réussite. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère ne pas vous avoir donné trop d'informations, je vais essayer de détailler dans d'autres épisodes, je sais que c'était assez condensé, mais j'avais envie de donner une approche assez complète de tous les aspects, on va dire, nécessaires pour démarrer sur un système domotique qui ne soit pas bancal et qui vous permette de démarrer une très bonne expérience domotique.
N'hésitez pas à revenir me dire dans le formulaire de contact ou les commentaires des notes du podcast sur le blog si vous voulez que l'on développe une fonctionnalité un peu plus en profondeur de Home Assistant, toujours dans cette démarche, pour peut-être consacrer un épisode dédié et vous apporter les informations nécessaires pour pouvoir prolonger votre expérience domotique et qu'elle soit la meilleure possible. En attendant les amis, je vous laisse manipuler, tester et continuer à lire tout ce qui concerne la domotique sur Domoblog. À bientôt les amis et amusez-vous bien.